Alors bonjour à tous, j'encourage vivement les derniers arrivants à se diriger vers le fond. Là, pendant une petite heure et demie, nous allons interroger de manière la plus dynamique possible un thème, une question, la transition numérique, une transition pour la médiation, car la révolution numérique est en cours, rien ne saurait l'arrêter, ça c'est un truisme. L'accès à l'information est facilité, est-ce une bonne nouvelle finalement? La question se pose. Si tout le monde a accès à l'information, quid de la médiation? Comment se transforme le rôle du médiateur? Quelle expérience proposer aux visiteurs? Parce que si le numérique transforme tout sur son passage, comment faire face? Comment accepter cette transformation également pour nous, pour chacun d'entre nous? Le public est connecté, c'est un fait majeur même. Est-ce qu'il l'est vraiment? Doit-on pour autant tout changer? Bref, est-ce que le médiateur ne devient pas finalement une sorte de grand curateur premium? Mais ça, c'est pas moi qui vais y répondre. C'est même pas moi qui vais lancer des pistes de réponse, ça sera vous. Ce sera vous en compagnie de Gilles Deweck, ici présent, et que je vais appeler Gilles Deweck, est chercheur à l'ENRIA, professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Il s'intéresse à la formalisation des mathématiques, au système de traitement des démonstrations, à la physique du calcul et à la sûreté des systèmes aéronautiques et spatiaux. Il est membre du conseil scientifique de la Société informatique de France, du conseil scientifique de la main à la pâte, de la commission de réflexion sur l'éthique et la recherche en sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alisten. Il est l'auteur de plusieurs livres. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà lu Le temps des algorithmes aux éditions Le Pommier, qu'il a écrit avec Serge Abitboul. Et il tient une chronique mensuelle, Homo sapiens informaticus, dans Pour la science. Donc je vous demande d'accueillir Gilles Deweck, qui va venir sur cette scène et qui va... je vous invite à prendre le micro, professeur. Alors, professeur, la règle du jeu est assez singulière, puisqu'on va devoir se tourner à gauche, à droite, ou à droite et à gauche. On va devoir ne pas oublier également la caméra qui est face à nous. On va devoir ne pas oublier l'endroit où nous sommes. Et comment l'oublier? Un endroit assez atypique, un endroit de transition finalement. Une expo, c'est aussi ça. Un lieu culturel et scientifique, c'est aussi ça. Et puis, on va faire en sorte que toute cette heure et quart ensemble soit la plus dynamique possible. Donc ensemble, nous allons, entre guillemets, poser le décor, ou le sortir des caisses de nos cerveaux, de votre cerveau, pour le poser. Et puis après, nous allons dialoguer tous ensemble. Donc le micro va passer. Je compte sur vous pour tweeter également. Le hashtag est déjà dans les trending topics depuis le début, quasiment. Grâce à vous, merci. Continuez. Il y a le Wi-Fi qui est indiqué en dernière page du livret que vous avez tous. Donc n'oubliez pas, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire bâtir l'écho digital de tout ce congrès. Professeur, une question, en gros... Une question commençant, en gros, en quoi la transformation numérique touche-t-elle tout le monde? Et là, vous avez un quart d'heure. Bien, merci d'abord pour votre invitation. Alors, je vais essayer de ne pas vous tourner le dos pendant toute la durée de l'intervention, donc il va falloir que je tourne la tête assez souvent. On est dans un lieu effectivement intéressant où il y a des expositions, mais elles sont dans des boîtes, donc on ne les voit pas. Et c'est peut-être un petit peu un modèle de notre cerveau. Là, j'imagine bien mon cerveau comme ça, avec plein de boîtes fermées, et je me demande ce qu'il y a dans chacune d'elles. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans un monde formidable, dans un monde où, après avoir domestiqué la transformation de l'énergie au 19e siècle et au 20e siècle, ce qui a créé une situation bizarre pendant 2 siècles, une époque... sur lesquels les historiens auront peut-être beaucoup de mal à comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans un monde plus normal où nous arrivons à domestiquer autant l'information que l'énergie. Et donc il y avait une époque où on domestiquait l'énergie, mais pas l'information, c'était la révolution industrielle. Et puis il y a une deuxième époque où nous arrivons à la fois à transformer de l'énergie, à transformer de l'information, à la diffuser, à la partager. Et ça ouvre une nouvelle ère. Et le rôle des médiateurs scientifiques dans cette nouvelle ère, il est bien sûr très différent de ce qu'il était par le passé. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Alors cependant, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Et je vais commencer par 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que nous n'avons jamais eu autant besoin de médiation scientifique du fait de cette transition.
Et pour ça, je vais vous demander une petite expérience de pensée. Imaginez que vous êtes toujours médiateur scientifique, mais qu'au lieu d'être né au XXe siècle ou au XXIe siècle, vous soyez né au XVIIe siècle et que vous vous trouviez à essayer de faire de la médiation scientifique, mettons, à la fin du XVIIe siècle. Et donc, à la fin du XVIIe siècle, il y a une grande transformation dans les sciences et dans la compréhension qu'on a du monde. C'est la découverte de la loi de la gravitation universelle. Et donc, en bon médiateur scientifique, vous vous dites, cette loi est merveilleuse, elle explique des milliards de choses, il faut absolument la partager avec tout le monde. Et alors, vous commencez, alors bien sûr, là, vous serez plutôt sur une charrette tirée par des chevaux ou par des bœufs, puis vous commencez à aller de village en village pour essayer d'expliquer la loi de la gravitation à tout le monde, de la faire partager par des débats, des expos. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire d'ailleurs. Il n'y a pas tellement d'autres moyens de communication. Et vous vous trouvez en face de gens qui, pour la plupart, n'ont aucune éducation, enfin, qui ne sont pas allés à l'école, je veux dire, ils ont une forme d'éducation différente, mais ils ne sont pas allés à l'école. Et pour eux, la loi de la gravitation ne va absolument rien changer dans leur vie. C'est-à-dire les transformations à la fin du XVIIe siècle, dans l'agriculture, avec l'introduction des animaux de trait, etc., a peu à voir avec la gravitation universelle. Et donc une bonne nouvelle, c'est que nous vivons aujourd'hui une époque tout à fait différente de celle-là, où un algorithme qui est par exemple inventé par deux étudiants dans une université américaine, eh bien, peut mener à la création d'une petite entreprise qui, 6 mois après, cet algorithme est utilisé par 2 milliards de personnes. Donc tous les algorithmes n'ont pas cette popularité ou ce succès, mais vous voyez que les découvertes scientifiques, les découvertes techniques, les transformations techniques changent la vie des gens extrêmement vite et donc amènent à un besoin des citoyens, un besoin des personnes qui utilisent ce genre d'objets, de les comprendre, et c'est là que notre rôle commence. Alors, c'est le rôle, bien sûr, des médiateurs scientifiques, c'est aussi le rôle des enseignants, c'est aussi le rôle d'autres personnes, mais les médiateurs scientifiques ont un rôle particulier à jouer. Une deuxième raison est que, à supposer que au XVIIe siècle, les gens soient tous allés à l'école, ou mettons au XIXe siècle, à l'époque où tout le monde commençait à aller à l'école. Entre le moment où vous sortiez de l'école et le moment où vous mouriez, il se passait quelque chose comme 10 ans ou 20 ans. Et donc, en 10 ans ou 20 ans, les sciences et les techniques n'évoluaient pas énormément. Aujourd'hui, si nous vivons 120 ans, bon, on ne vit pas encore tout à fait tous 120 ans, mais ça va pas tarder. Eh bien, entre le moment où on va sortir de l'école, mettons à 35 ans ou à 40 ans, si on vit 120 ans, on va aller plus longtemps à l'école, eh bien, il va se passer presque un siècle. Et donc, les sciences et les techniques vont énormément se transformer au cours simplement de la durée d'une vie. Et donc, on ne peut plus considérer que l'école suffit, alors quand je dis l'école, je parle de la formation initiale, suffit pour que les connaissances scientifiques et techniques soient partagées par toutes et tous. Il est important de continuer à apprendre tout au long de la vie. Et alors apprendre tout au long de la vie, ça ne concerne pas uniquement les médiateurs scientifiques, c'est important que les universités, c'est important que les écoles comprennent aussi que leur rôle est de continuer à partager de la connaissance tout au long de la vie, mais ça nous concerne au premier chef, puisque le premier accès à la connaissance que les gens ont, c'est à travers des actions de médiation. Voilà, donc ça c'est la première bonne nouvelle. Jamais nous n'avons eu autant besoin de médiateurs scientifiques qu'aujourd'hui. Et donc, nous avons toute notre place. Alors, une deuxième bonne nouvelle, c'est que la transformation, la révolution informatique, la révolution numérique, nous donne de nouveaux moyens de faire de la médiation et permet de répondre à un certain nombre de frustrations que beaucoup de médiateurs scientifiques ont eues par le passé. Alors, une de ces frustrations, c'est le fait que quand vous préparez une intervention, par exemple, dans un centre aéré, eh bien, vous travaillez énormément pour la préparer. Vous réfléchissez à ce que vous allez raconter. Parfois, vous fabriquez du matériel pédagogique comme celui qui est dans ces caisses. Vous réfléchissez longuement à ce que vous allez faire. Vous le faites. Ça dure un après-midi. Et voilà, c'est terminé. Et il n'en reste quasiment rien. C'est-à-dire, à part le récit que vous pouvez en faire à vos amis ou à vos collègues, eh bien, vous n'avez quasiment aucune trace de cette activité, de cet atelier.
Alors d'un certain point de vue, on peut dire que c'est pas très grave. L'important c'est l'instant et puis ce qu'il en reste, c'est pas si important. Mais également, vous avez touché peut-être un groupe de personnes. Si c'est un centre aéré, on va dire un groupe d'enfants ou d'ados qui est relativement restreint. Mettons, vous avez fait cette activité pour 15 personnes et puis sur les 15 personnes, il y en a peut-être 3 qui s'en souviennent une semaine après. Voilà. Donc il y a cette frustration qu'on peut ressentir quand on fait de la médiation scientifique, qu'on se fatigue beaucoup, qu'on fait beaucoup d'efforts, pour finalement toucher un petit nombre de personnes pendant un temps relativement court, et puis hop, il n'en reste rien. Et donc aujourd'hui, par exemple, le fait que cette conférence soit filmée, eh bien, est une bonne nouvelle, au sens où nos interactions vont pouvoir laisser une trace, et peut-être même en l'an 3000 ou en l'an 10 000, il y a des archéologues qui vont retrouver cette vidéo et qui vont se demander pourquoi on se posait ce genre de questions et quel est ce langage qu'on parle. Et, voilà, bon. Donc il y a une possibilité à la fois de faire de laisser une trace et surtout de partager entre nous des expériences et de voir ce que font les collègues et de se dire, bah voilà, je pourrais faire la même chose, ou je pourrais le faire mieux, ou cette partie de l'atelier est intéressante, et c'est celle-là moins, donc il faut réfléchir. Et donc on a une possibilité à la fois d'avoir un impact beaucoup plus grand, c'est-à-dire si vous mettez une vidéo sur YouTube, vous aurez assez rapidement plus de gens qui auront vu cette vidéo que de gens à qui vous allez parler au cours de votre vie en vrai. Et donc vous avez un impact des actions de médiation qui est beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas uniquement une bonne nouvelle. Moi, j'appartiens à cette génération un peu ancienne qui a longtemps résisté à la vidéo. C'est-à-dire, pendant longtemps, quand je faisais une intervention, je souhaitais qu'elle ne soit pas filmée. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que, bien sûr, ne pas filmer, ne pas laisser de traces a des avantages. Par exemple, ça permet de mentir. Donc des fois, je disais des choses fausses. Et puis, il y avait des gens qui avaient assisté à une de mes conférences et qui me disaient « vous avez dit ça, c'est faux ». Et je leur disais « je n'ai jamais dit ça ». Voilà, bien sûr, je l'avais dit, mais après, je m'étais rendu compte que c'était faux. Donc, ça me permettait de... Voilà, alors qu'aujourd'hui, ils viennent avec des pièces à charge. Il y a un petit extrait de vidéo qui montre que je me suis trompé dans un calcul, etc. Bon. Par exemple, j'ai fait une intervention récemment où je citais la date de naissance et de mort de Mozart. Et en fait, au lieu de faire mourir Mozart en 1791, je l'ai fait mourir en 1991. Et donc, il y a une vidéo sur le net, vous pouvez la trouver. Et voilà, donc... Bien sûr, j'aurais nié avoir dit ça si on me l'avait reproché. Bon, enfin, bon, là, il y a des traces. Donc c'est pas facile. La deuxième chose, c'est que le fait d'être filmé, eh bien, peut retirer une certaine spontanéité à des échanges qu'on peut avoir. Alors, quand on fait une conférence, c'est pas très grave parce qu'on a la conférence est en soi quelque chose de statique. Mais par exemple, dans un débat, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à prendre la parole pour dire n'importe quoi, sachant que l'intervention est filmée. Donc le fait de pouvoir les laisser des vidéos, mais il n'y a pas uniquement des vidéos. Vous pouvez mettre du matériel pédagogique en ligne, ce qui est compliqué. Il faut le concevoir de manière à ce qu'il puisse être mis en ligne. Mais bon, vous savez qu'on trouve tout un tas de transparents, d'animations, de simulations qui sont en ligne et qui nous permettent, qui permettent à nos actions de médiation de toucher un beaucoup plus vaste public. Donc ça, c'était les 2 bonnes nouvelles. D'une part, le fait que la médiation se trouve au cœur d'enjeux de société, alors qu'elle l'était beaucoup moins par le passé. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons des outils pour toucher un public beaucoup plus grand. Et la troisième nouvelle que je voulais vous apporter, qui est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que le monde n'a plus du tout besoin de nous. Alors, c'est une forme rhétorique que j'ai trouvée relativement efficace. Quand des facteurs, par exemple, m'invitent à parler de la transformation informatique, de la transformation numérique, je leur explique que le monde n'a plus besoin de facteurs. Et quand des présidents d'université m'invitent, je leur explique que le monde n'a plus besoin de présidents d'université, que le monde se réorganise et qu'on n'a plus besoin d'eux. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour moi quand on m'invite à parler de 3 professions qui sont médiateurs scientifiques, enseignants et chercheurs, parce que scier la branche sur laquelle on est soi-même assis demande toujours un tout petit peu plus de courage que scier la branche sur laquelle les autres sont assis. D'ailleurs, j'ai remarqué que tout le monde pense que tous les métiers vont disparaître, sauf le sien.
Donc quand vous discutez par exemple avec des journalistes, les journalistes vous expliquent que bien sûr le métier de facteur va disparaître, mais ça tout le monde l'avait compris, c'était pas la peine. Mais bien sûr le métier de journaliste, non, lui, on aura toujours besoin de journalistes et on a de plus en plus besoin de journalistes. Et puis après vous discutez avec des profs, ils vous disent la même chose, etc. Par exemple des médecins qui nous disent voilà tous les métiers vont disparaître, tout le monde va pouvoir devenir médecin. Donc comme ça, parce qu'on ne va jamais remplacer un médecin par un ordinateur, un algorithme, un robot, etc. Bien, donc il faut quand même qu'on ait le courage de faire cet exercice intellectuel, de se dire, et si le monde n'avait plus besoin de nous? Alors, dans ce cas-là, l'exercice demande du courage, mais pas beaucoup d'ingéniosité, parce que les signes que le monde n'a plus besoin de nous sont quand même très, très nombreux. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas liée à mon travail de médiation scientifique, mais à mon travail d'enseignant. Il y a 10-15 ans, cette anecdote m'est arrivée. Donc je faisais un cours sur les machines de Turing, et puis ça faisait plusieurs années que je répétais le même cours, et tout se passait bien, jusqu'à ce qu'une année, un élève vienne me voir et me dise « J'ai regardé la page machine de Turing dans Wikipédia, c'est pas du tout ce que vous racontez ». Et donc il a fallu que je me justifie, c'est-à-dire que j'aille voir moi-même la page machine de Turing dans Wikipédia, et alors ou bien dans Wikipédia il y avait une bande et dans mon cours il y en avait plusieurs, ou bien c'était le contraire, je me souviens plus, mais il a fallu que je leur explique qu'il y avait une équivalence entre les machines de Turing à une bande et à plusieurs bandes, c'est-à-dire ce qui est important, et pas de savoir s'il y a une ou plusieurs bandes dans les machines de Turing, mais ce qui est important c'est de savoir qu'en tant qu'enseignant j'avais besoin de me justifier, pourquoi? Parce que les étudiants avaient accès à une autre source d'information. Et cette source d'information, elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisque quand on enseigne dans une université, il y avait au moins au XXe siècle un bâtiment dans l'université qui s'appelait la bibliothèque, où les étudiants pouvaient aller et ils pouvaient trouver des livres sur les machines de Turing, et ils pouvaient également prendre le livre et puis venir en cours et nous l'opposer. Mais fort heureusement, les étudiants n'allaient jamais à la bibliothèque. Et donc nous restions, nous les enseignants, la source de la connaissance. Plus exactement, notre bouche était une source d'où la connaissance jaillissait. Et donc c'était quelque chose de bien sûr très, très agréable, et puis c'était confortable, parce que comme on était la source de la connaissance, on pouvait dire n'importe quoi, et les étudiants ne le contestaient jamais. Bien entendu, ils pouvaient le contester si par exemple on disait un jour une chose et le lendemain son contraire. Parfois il arrivait que par eux-mêmes ils se rendent compte qu'il y avait une contradiction, mais il n'y avait pas d'autorité concurrente. Et encore une fois, il y a sans doute des recherches à entreprendre pour essayer de comprendre pourquoi les bibliothèques n'ont ou très peu joué ce rôle de source concurrente. Et je crois que la raison, c'est qu'utiliser une bibliothèque est quelque chose de très compliqué parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche. Et aller trouver dans une bibliothèque la page du livre qui parle exactement du sujet sur lequel le prof a fait un cours, et pour lui opposer cette page est quelque chose de beaucoup plus compliqué que d'utiliser un moteur de recherche et de trouver ses connaissances sur le web, dans une encyclopédie ou ailleurs. D'ailleurs, quand je faisais ce cours sur les machines de Turing, au début, mon cours n'était pas en ligne. Et à un moment, je l'ai mis en ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en ligne? Pas de vidéo dans ce cas-là, mais j'ai juste mis les transparents du cours et le poly. Et je me suis aperçu que mes collègues dans les autres universités faisaient exactement la même chose. Hein. Il n'y a aucune raison qu'ils soient différents. Et donc, en plus de Wikipédia, mes élèves avaient accès à tous les cours de tous mes collègues. Et donc, bien sûr, ça crée beaucoup plus de possibilités de comparaison. Et puis, il y avait même des profs dans des universités plus prestigieuses que la mienne. Donc, ils me disaient, voilà, dans telle grande université, on dit le contraire de ce que vous dites. Donc, du coup, il fallait encore plus que je me justifie. Je crois que cette transformation, le fait que les personnes à qui nous nous adressons aient accès à d'autres sources d'informations, est également très présente dans notre activité de médiation. Et souvent, quand je fais une intervention en médiation, il y a quelqu'un qui vient contester mon autorité, mais d'une manière beaucoup plus subtile. C'est ce que j'appelle la rhétorique du professeur Tartampion. Donc, vous faites un exposé sur le sujet que vous voulez, je ne sais pas, la manière dont les castors fabriquent les barrages, voilà. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, puisque vous vous intéressez à la manière dont les castors fabriquent les barrages, vous avez très certainement lu le livre révolutionnaire du professeur Tartampion qui nous montre que, et après, en gros, tout ce que vous avez dit n'a aucun intérêt. Et bien sûr, vous vous trouvez dans une situation qui est un peu
embêtante, ou bien vous dites je suis désolé, enfin, ou bien vous êtes un tout petit peu honnête, vous dites je suis désolé, j'ai pas du tout entendu parler de ce livre, je sais pas du tout qui est En général, c'est plutôt des huluberlus qui ont écrit des livres dont personne n'a jamais entendu parler. Mais bon, parfois oui, parfois non. Hein. Des fois, il y a des gens qui ont attiré mon attention sur une lacune dans un exposé qui était une lacune réelle. Mais tout d'un coup, vous vous trouvez face à quelqu'un qui, alors, lui, ne dit pas que ce que vous dites peut être comparé à Wikipédia ou à ce que dit un autre enseignant, mais c'est la forme même de votre discours qui est délégitimée. C'est-à-dire, il y a une révolution conceptuelle, un changement de paradigme dont vous n'êtes pas au courant et, voilà, et dont vous devriez être au courant. Et donc, du coup, ça remet en cause toute votre démarche. Et bon, au début, je disais, ouais, peut-être. J'ai essayé de ne pas répondre à la question, de ne pas dire que je n'avais pas lu le livre ou que j'en avais même jamais entendu parler. Et puis à un moment, j'ai décidé que ça suffisait. D'abord, vous savez que dans notre communauté, il y a une espèce de tabou. Il est interdit de dire qu'on sait tout, ce qui est un très bon tabou. Mais disons, on a une certaine fierté à dire qu'on a beaucoup de lacunes, donc qu'il faut partager, qu'il faut échanger, etc. Bon, donc je me suis dit, voilà, c'est une très bonne occasion de montrer que je n'ai pas lu les livres en question. Mais également, c'est aussi une manière un petit peu de répondre en disant, bah, finalement... non pas de discréditer la source alternative. Si vous ne la connaissez pas, vous n'avez aucune raison de la discréditer. Mais bon, de dire que c'est bien qu'il y ait différentes sources, et c'est bien que les gens confrontent des points de vue, et c'est bien qu'ils ne s'attachent pas à une seule source. Et donc ça relégitime un tout petit peu votre discours, un tout petit peu, à vrai dire, dans ce type de situation. Donc, on peut se poser cette question, si les gens ont accès à tellement de sources d'informations, est-ce qu'ils ont encore besoin de nous ? Et est-ce qu'on a encore besoin de faire des actions de médiation, par exemple, en présentiel, en se déplaçant, si les personnes à qui on s'adresse, non seulement ont la possibilité, mais ont même l'actualité de la consultation, de sites web, d'encyclopédies en ligne, de conférences filmées, etc. Et alors, ça veut dire que notre métier a disparu. Et comme toujours, quand un métier disparaît, pensez au métier de facteur, le métier de facteur disparaît, mais il y a un nouveau métier qui apparaît, et c'est le métier de facteur. Et donc ça, on appelle ça en général, le métier de facteur se transforme. Donc vous savez que les facteurs n'amènent plus de lettres. Hein. Je pense que vous avez déjà remarqué que la plupart du courrier que vous recevez vous arrive à une adresse électronique, et donc il n'y a pas besoin de facteurs qui courent le long des fibres optiques pour vous apporter votre courrier. Les photons avancent tout seuls dans les fibres optiques, on ne sait pas pourquoi. Les lettres n'avançaient pas toutes seules dans votre boîte aux lettres, mais les photons avancent tout seuls dans les fibres optiques. Donc ça, c'est la différence. En revanche, si vous avez déjà commandé des objets en ligne, eh bien vous avez remarqué qu'à la différence du jour où vous allez les acheter dans un magasin et où vous les rapportez vous-même chez vous, quand vous les achetez en ligne, il y a quelqu'un qui vous les apporte chez vous, et cette personne s'appelle un facteur. Et donc, le métier de facteur qui apporte les lettres a disparu, et le métier de facteur qui apporte les colis est arrivé pour le remplacer. Et donc, on peut dire c'est juste une transformation du métier de facteur, mais la bonne manière de penser ça, c'est de dire il n'y a plus besoin de facteur, le métier de facteur 1 a disparu, et puis il y a un nouveau métier qui est le métier de facteur 2 qui est apparu, et puis bien sûr, il y a des gens qui ont fait la transition de l'un à l'autre. Et donc, c'est un peu la question que je vous pose, sachant que notre activité qui consistait essentiellement à partager de la connaissance avec les citoyens, avec tout le monde, avec les jeunes, avec les vieux, etc. Étant donné que maintenant, ils ont accès à la connaissance sans nous, principalement pour la même raison que le facteur, parce que les photons avancent tout seuls dans la fibre optique sans que nous soyons là pour les pousser, pour dire aux photons avance, là, c'est par là qu'il faut aller. À quoi peut bien servir notre métier ? Et donc je vous propose deux pistes, mais bon, bien entendu, j'espère que vous en aurez beaucoup plus nombreuses. Alors la première, c'est le fait qu'il faut bien quelqu'un pour remplir Wikipédia. Il faut bien quelqu'un qui écrive dans Wikipédia. Et peut-être notre rôle n'est plus uniquement de faire des actions en présentiel, et ça rejoint le premier point sur lequel j'avais commencé mon intervention. Peut-être notre rôle est avant tout de mettre à disposition des informations, des vidéos, des textes, des animations, de manière à ce que ces contenus soient accessibles à toutes et à tous. Bien sûr, Wikipédia, il est là parce que quelqu'un l'a fait. Et donc, à la fois, nous avons la possibilité de parler à beaucoup plus de gens, mais également, nous avons le devoir de contribuer
à enrichir le web de ses connaissances. Et c'est pas facile parce que, comme vous le savez, il y a un débat là-dessus cet après-midi. Sur le web, on trouve un peu de tout. Expliquer, mettre des connaissances à la disposition de tous sur le web, c'est aussi les mélanger avec des choses qu'on pourrait presque appeler des non-connaissances. C'est juste un euphémisme. Mais il y a une deuxième raison de réinventer notre métier. Alors là, je vais vous demander encore de faire une autre expérience de pensée. Si vous prenez un bébé qui vient de naître et vous le mettez dans un caisson étanche avec Wikipédia, la question est combien de temps lui faut-il pour être capable, par exemple, de lire la page mécanique quantique de Wikipédia. Et donc, si vous prenez un bébé, vous ne lui parlez pas, même s'il a accès à Wikipédia, eh bien, il aura un petit peu de mal à comprendre dans quel ordre il faut lire les pages. Même s'il y a des liens, même si on peut cliquer, quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, on clique dessus, on arrive sur une autre page qui nous explique. Bon, ça marche jusqu'à un certain point. Et donc le fait de mettre comme ça à disposition des internautes, des citoyens, des personnes à qui on s'adresse une quantité astronomique brute d'informations n'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire il faut sans doute accompagner ces personnes, et je pense aux plus jeunes, mais je pense aussi aux personnes de tous les âges, à s'approprier ces informations, à les trier, à les hiérarchiser, à les vérifier, bien entendu. Et pour ça, je crois qu'on aura toujours besoin de médiateurs scientifiques. Et donc, finalement, cette troisième nouvelle, qui était une mauvaise nouvelle, est peut-être aussi une bonne nouvelle pour nous, à condition que nous sachions réinventer ce métier. Merci beaucoup, professeur. Alors, oui, on peut l'applaudir, bien sûr. On peut l'applaudir. Effectivement, vous avez lancé un certain nombre de questions. Le rôle du médiateur, comme le rôle de l'enseignant. D'ailleurs, il y a quand même énormément de passerelles. Ces rôles-là changent considérablement. Est-ce qu'ils ne sont pas tendance à se transformer finalement en comédiens aussi, voire en clown parfois ? Oui, alors il ne faut pas prendre. Ça dépend du sens qu'on donne au mot clown. Le mot clown a un sens péjoratif, et j'ai toujours refusé de faire le clown en ce sens-là. C'est-à-dire, certains de mes amis m'ont dit, par exemple, pour démystifier le discours scientifique, pour montrer qu'il n'est pas inaccessible, pour montrer que les scientifiques sont des gens comme les autres, m'ont proposé de mettre des cheveux jaunes, un nez rouge, et puis de faire une conférence dans cet accoutrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Alors, pour des raisons que je pense valables, je ne crois pas qu'on ait besoin de se ridiculiser pour montrer qu'on est accessible. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens de le faire. Et je crois qu'il y a un agenda un peu secret à ce type de démarche, qui n'est pas de rendre la science accessible, c'est de délégitimer la science en montrant que c'est juste de la clownerie. Alors ça, c'est un aspect avec lequel je pense qu'il faut être très, très, très prudent, c'est-à-dire la science peut être accessible sans être rendue vulgaire, disons, rendue grotesque. En revanche, dans l'aspect comédien, il y a un aspect une volonté de séduire son auditoire, de séduire son auditoire par des arguments intellectuels, bien entendu. Et je crois que ça a toujours fait partie de la médiation scientifique et de l'enseignement aussi, sans doute à moindre mesure dans l'enseignement. C'est-à-dire, on a un avantage quand on enseigne, c'est que jusqu'à un certain point, les élèves sont contraints de rester en face de vous pendant au moins 1 heure. Donc, vous pouvez être un peu ennuyeux pendant 5 minutes. Et puis, si après, vous arrivez à les remotiver, eh bien, à les réaccrocher, ben, c'est pas si grave. On sait que dans le cadre de la médiation, on n'a pas ce luxe. C'est-à-dire, si on fait une intervention dans un musée et puis que, je sais pas, on est en train de faire une démonstration, puis que pendant 5 minutes, ça ne marche pas, on sait qu'il n'y a absolument plus de personnes. Tout le monde est déjà passé au stand suivant. Donc, cet aspect de séduction, je pense qu'il fait partie de toute forme de communication. Et on sait aussi que ça soit avec les étudiants, que ça soit avec le public de la médiation, on sait aussi que les gens apprennent beaucoup plus s'ils ont envie d'apprendre, s'ils sont dans... Enfin, on sait qu'on n'apprend pas uniquement avec
avec son intelligence ou avec son entendement, mais qu'on apprend aussi avec ses émotions. Et donc le fait de susciter des émotions positives pour la connaissance est une chose qu'il est nécessaire de faire. Et je ne crois pas que ça soit de la manipulation. Ça peut aller jusqu'à la manipulation, mais il y a des moyens de pratiquer une forme de séduction intellectuelle dans un cadre éthique. Bon, qui est compliqué à définir, il ne faut pas aller trop loin, la limite est difficile à situer. Mais voilà, quand je vous disais des fois je mens dans les exposés, c'est bien pour ça. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire et je ne vais pas raconter une histoire fausse, mais quand je raconte une histoire, j'essaie un peu de l'enjoliver. C'est un peu de bonne guerre quand on essaye de transmettre des idées. Et donc on ne raconte pas toute l'histoire, par exemple. On raconte juste la belle partie de l'histoire. Alors cela dit, c'est une vraie question pour la médiation scientifique. Jusqu'à quel point on peut enjoliver les histoires qu'on raconte. Et donc, si vous prenez... il y a une figure en médiation scientifique, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un cadre éthique ou non? C'est la figure du grand savant. Et donc, on vous explique, vous prenez n'importe qui, Einstein, Darwin, qui vous voulez. Et donc, c'est quelqu'un qui, du matin, quand il ouvre les yeux, au soir, quand il les ferme, il n'a que des idées merveilleuses. Donc, prenez par exemple la manière dont on raconte comment Pasteur a compris que les poules infectées par une souche du choléra atténuée étaient devenues résistantes à l'infection du choléra. Et donc on vous raconte, il y a les assistants de Pasteur qui sont très paresseux. Alors comme Pasteur est parti en vacances, ils oublient d'intoxiquer les poules avec le virus du choléra. Puis Pasteur envoie un télégramme, il dit je vais rentrer de vacances. Alors là, tous les assistants sont complètement paniqués. Et donc à ce moment-là, ils font le travail qu'ils auraient dû faire avant. Mais bien sûr, la souche s'est atténuée entre-temps. Et quand Pasteur arrive, il est surpris de voir les poules encore en vie. Et donc à ce moment-là, Pasteur lui-même doit faire le boulot. Vous voyez, et là, les poules survivent à l'inoculation du choléra. Et alors là, Pasteur, donc le texte du biographe de Pasteur nous dit que Pasteur part dans une profonde méditation. Et au bout de quelques minutes de cette profonde méditation, il dit c'est la source atténuée qui a immunisé les poules. Les poules ont été vaccinées, puisqu'on connaissait déjà la vaccine à cette époque. Voilà, donc on a une histoire qui ne peut être qu'un mensonge, c'est-à-dire l'idée de Pasteur qui rentre de vacances, Pasteur qui médite, Pasteur qui trouve. Bon, il y a aussi des moments où sans doute Pasteur faisait des erreurs, où Pasteur ne trouvait pas, où Pasteur était fatigué, etc. Mais ces moments-là, on ne les raconte pas. Et c'est une vraie question, est-ce que c'est quelque chose qu'il est intéressant de raconter ou non? Est-ce qu'il faut raconter ça, par exemple, dans les expositions? Il y a un auteur grec, Doxiadis, mais son prénom, j'ai oublié son prénom. On va le chercher sur Wikipédia. Oui, voilà, si vous avez Wikipédia, cherchez-le. A écrit un très beau livre qui s'appelle L'oncle Pétros et la conjecture de Goldbar, ou un truc comme ça, qui raconte la vie d'un mathématicien, et c'est la vie d'un mathématicien qui cherche toute sa vie à résoudre un problème et qui n'y arrive pas. Et voilà. Et donc, est-ce que, à côté du mathématicien qui, comme Évariste Galois, de manière complètement fébrile, en une nuit, transforme l'algèbre, est-ce que c'est intéressant de raconter la vie de l'oncle Pétros d'Oxyadis qui, lui, cherche et ne trouve pas? Et ce qui est à des degrés divers, la marche normale de la science. C'est-à-dire, la science n'est pas faite que de victoires, de succès, d'idées brillantes, etc. Il y a un travail quotidien de la science, qui, comme vous le savez, est beaucoup moins exaltant que ce qu'on raconte dans les conférences de médiation et dans les expositions dans les musées des sciences. Voilà. Jusqu'à quel point on doit partager ça? Alors, bien sûr, si vous commencez avec des enfants en leur racontant que le métier de chercheur, c'est horrible, on passe sa vie à chercher, on trouve en général des trucs assez anecdotiques, et puis finalement on meurt, voilà, vous n'allez pas leur faire partager un goût pour la science, donc il faut peut-être commencer par leur raconter des histoires un peu plus édifiantes. Mais peut-être c'est important qu'à un certain moment de leur vie, ils soient aussi confrontés à des histoires moins édifiantes pour comprendre que la démarche scientifique, c'est aussi beaucoup fait d'essais et d'erreurs, d'avancées incrémentales, et que c'est la somme de ces avancées incrémentales, tout autant que
Eureka de Archimède sortant dans les rues de Syracuse en criant qui font avancer la science. Et ça c'est une vraie question. Jusqu'à quel point on veut faire passer ce type de message et comment les faire passer et comment ne pas les rendre trop rébarbatifs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question ici. Je vais passer un micro. Si j'avais un peu d'aide, tiens, Simon peut-être, ou Mathieu, pour une partie de la salle. Olivier Moche. Oui, merci beaucoup, c'était très, très convaincant. Parmi les bonnes nouvelles, vous en avez cité une qui était que notre métier allait survivre parce que on avait besoin de nous pour aider à comprendre, trier et hiérarchiser l'information. Ça, aider à trier, lire et hiérarchiser l'information, c'est le métier de journaliste. Et plus haut, vous aviez dit que les journalistes étaient les seuls à croire que leur métier allait survivre. J'ai pas dit ça, j'ai dit que ils croyaient que seul leur métier allait survivre, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Oui, mais aider à lire, trier, hiérarchiser l'information, c'est assez proche du métier de journaliste. Tout dépend de ce qu'on appelle des informations. Le métier de journaliste n'est pas de vous expliquer que si vous voulez comprendre la relativité générale, il faut commencer par essayer de comprendre la relativité restreinte, ou il faut commencer par essayer de comprendre la notion de métrique. Donc si on prend des informations qui sont des connaissances scientifiques et des connaissances en général, à ce moment-là, je crois qu'apprendre à des personnes à trouver leur chemin et à les guider au milieu d'un océan de connaissances, c'est plutôt notre rôle de médiateur scientifique que le rôle des journalistes. Après, si on prend des informations qui sont plus d'une nature sociologique, économique, en lien avec l'actualité, à ce moment-là, on est plus dans le travail du journaliste. Mais pardonnez-moi, je ne voulais pas dire que les deux métiers étaient synonymes. Ce que je veux dire, c'est que le métier de journaliste était automatisable et pas le nôtre. Pourquoi ? Alors, je crois qu'il y a une partie automatisable dans les deux et une partie pas automatisable dans les deux. C'est-à-dire, il est possible de faire un... il est possible de... Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que le métier de journaliste est automatisable ? On dit d'une part que le travail du journaliste qui était d'aller récolter des informations sur le terrain et de les porter à la connaissance du public, lui est remplacé par d'autres processus dans lesquels les informations vont directement du terrain au public. Donc ça c'est la première chose. Donc on peut prendre un exemple. Il y a un chien qui se fait écraser en face de chez vous. Avant, il y avait un journaliste qui venait et qui écrivait un article dans le journal local sur le chien qui s'était fait écraser. Aujourd'hui, vous pouvez faire une vidéo avec votre téléphone, vous la mettez en ligne et tout le monde a directement accès à l'information sans avoir besoin de la médiation du journaliste. Je crois qu'ici, notre rôle, notre situation est exactement la même que celle du journaliste. C'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir accès aux publications scientifiques et qui sont toutes en ligne. C'est-à-dire maintenant, les personnes qui vont dans les musées des sciences ont accès dans HAL ou dans Archive aux publications scientifiques. Et certaines, d'ailleurs, certaines personnes qui ne sont pas des experts y accèdent et les lisent et se font une opinion à partir de ça. Donc ce travail qui consistait à prendre l'information sur son dos et à la porter vers le public, il est automatisé dans les deux cas, aussi bien dans le cas du journaliste que dans notre cas. Et aussi bien dans le cas du journaliste que dans notre cas, il y a une partie qu'aujourd'hui encore on ne sait pas automatiser, c'est dire regardez, ça c'est une information intéressante, le chien qui s'est fait écraser devant votre porte, et en revanche la guerre ou le génocide qui se passe à l'autre bout de la Terre, ça c'est moins important. Donc ça veut dire de mettre une hiérarchie entre les informations, de relier des informations et de les synthétiser, c'est-à-dire de dire, voilà, à côté de cet événement dont on vous a parlé, il y a un autre événement et il faut les relier et les mettre en lien. Et de la même manière, dans notre travail, entre une théorie scientifique et une autre, il y a des liens, par exemple, elles utilisent des mêmes outils, ou elles sont contemporaines, ou elles contribuent à la même diffusion d'une idée, elle matérialise une même idée. Et à ce moment-là, ça, je crois qu'on a besoin d'une personne encore pour l'expliquer. Peut-être demain, on n'en aura plus besoin, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tout à fait besoin de personnes qui relient des informations, qui les synthétisent. Et ça, c'est vrai pour les deux métiers. Mais je suis comme les journalistes, hein, je crois que tous les métiers s'automatisent, sauf le mien.
tous les métiers, y compris le mien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Une question? Oui, bonjour, Sonia Zillard, ministère de la Culture. J'étais très intéressée par votre intervention sur la figure du savant. J'ai une interrogation. On voit aujourd'hui et ça a été très bien décrit dans la société du spectacle, mais une très forte adhésion de jeunes à des figures héroïques. On a des acteurs de cinéma, monde de l'imaginaire, films de science-fiction, je vais faire un petit peu court. On a le monde du sport, je ne vais pas les citer, mais les footballeurs, le tennis, le rugby. Le monde de la chanson, avec des adhésions, des millions et des millions de followers sur les outils numériques à ces figures emblématiques, en quelque sorte. Et on a là récemment une figure emblématique, je prends des précautions, mais qui a émergé, qui est celle de Thomas Pesquet, par exemple, avec un impact médiatique, certes, mais auprès de jeunes, qui peut susciter une adhésion à l'individu, à la personne. Donc, est-ce qu'on n'a pas, au contraire, besoin non pas de réhabiliter, mais d'associer l'emblème, la représentation, et de faire des scientifiques, et ce rôle a peut-être été abandonné, je vais un peu vite, hein, mais de faire des scientifiques des super-héros pour avoir cette médiatisation et surtout cette adhésion et cette représentation imaginaire et positive. Oui, alors, je partage tout à fait votre analyse. Je ne suis pas tout à fait d'être sûr avec la conclusion en matière de ce que nous devrions faire. Donc, ce qui est vrai, c'est que, on peut dire, dans les 7000 dernières années, on a peu de documentation sur ce qui se passait avant, mais dans les 7000 dernières années, il semble que nous ayons eu tout le temps des émergences de figures héroïques. Et ces figures héroïques sont ou bien des soldats ou bien des prêtres. Et donc, du côté des soldats, nous avons les vrais soldats, mais nous avons un culte de l'action qui, aujourd'hui, se prolonge, par exemple, dans le culte pas uniquement des militaires, mais aussi des sportifs. Les sportifs sont les héros militaires de notre monde, très légèrement pacifié. On pourrait dire aussi que les entrepreneurs, donc qui sont aussi dans une forme d'action, sont des figures héroïques aujourd'hui qui prolongent celles d'Achille et d'Hector d'hier. À côté de ça, il y a une deuxième forme de figure héroïque, qui est celle que j'appelle la figure du prêtre. Et donc, c'est le gourou, c'est-à-dire c'est celui qui sait les choses et qui les dit. Et donc, nous avons ici, donc, bien sûr, des figures héroïques au sens premier, des prêtres au sens premier du terme, mais nous avons par exemple aussi beaucoup les artistes qui s'expriment, qui donnent une vision profonde de l'existence et qui répondent à des questions sur notre place dans le monde, pourquoi sommes-nous ici, etc. Et donc l'art a prolongé la religion sur ces questions. Et donc effectivement, il est bien, il est utile que les jeunes et les moins jeunes puissent s'identifier à des personnes héroïques. Et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui doivent leur vocation scientifique au fait qu'ils ont été frappés par une figure dans leur jeunesse, et ils se sont identifiés à cette figure et ils ont voulu l'imiter. Alors, il y a cependant... donc on peut dire que ça, c'est l'effet bénéfique d'avoir des héros, c'est que les gens ont envie de s'identifier. Et donc ça fait partie de l'aspect de séduction dont on discutait précédemment. Alors, cela dit, il y a quand même suffisamment d'effets secondaires négatifs pour que nous utilisions cette figure avec parcimonie. Alors, une figure négative, un effet secondaire négatif, c'est le fait que ces figures, si on prend la figure du prêtre, le prêtre sait que quelque chose est vrai, mais ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire la forme du gourou nous renvoie à la piti. La piti fait des oracles
Mais la petite vous dit ceci va se produire, ceci ne va pas se produire. Mais elle ne vous dit pas, eh bien j'ai fait un calcul très savant et après avoir résolu une équation par la méthode des éléments finis en utilisant un maillage, je suis arrivé à la conclusion que blablabla. Et à partir du moment où on donne une explication, c'est-à-dire où on passe de la religion à la science, en gros, pour dire les choses très, très schématiquement, eh bien, à ce moment-là, la figure se vide un tout petit peu de son contenu. Et vous voyez bien qu'un gourou qui dit, par exemple, quelqu'un qui, comme Kurzweil, qui dit, voilà, en 2030, nous serons tous, ou en 2035, je ne sais plus, nous serons tous hybridisés avec des ordinateurs, mais qui fait une prédiction, une révélation, un oracle sans l'expliquer, et quelqu'un qui est beaucoup plus séducteur, qui attire beaucoup plus l'attention que quelqu'un qui dit si on extrapole la loi de Moore sur les quelques années qui viennent, on aura tant et tant de transistors dans un circuit. Et donc ça, je crois que c'est une des limites, c'est-à-dire en recourant trop à cette figure du savant, en faisant trop du savant un gourou, eh bien, nous risquons de perdre cet aspect explicatif qu'a la science. La science n'est pas juste là pour nous asséner des vérités, mais aussi pour nous les expliquer. Et ça, c'est moins héroïque. En revanche, il y a une deuxième chose que vous avez dite et qui est très importante, c'est le fait qu'il y a deux métiers qui attirent beaucoup les jeunes aujourd'hui, c'est footballeur et chanteur. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que les jeunes veulent être footballeurs et chanteurs et non savants, et non scientifiques. Et alors là, j'ai eu une révélation. Vous voyez, moi aussi, des fois, je suis un gourou. J'ai eu une révélation le jour où j'étais dans une réunion où on parlait de la promotion des jeunes chercheurs. Et on disait c'est important de donner plus de place aux jeunes chercheurs dans l'institution scientifique. Ah, j'ai dit, bon, ça, c'est une très bonne idée. Et alors, de qui on parle? Et on parlait des chercheurs de moins de 50 ans. Et là, je me suis aperçu que dans un monde où être un jeune chercheur, c'est avoir moins de 50 ans, alors qu'être un vieux gymnaste, c'est avoir plus de 15 ans à peu près. Et être un vieux chanteur, c'est avoir 25 ans ou peut-être 28, j'en sais rien. Et il était assez naturel que des enfants qui ont 10 ans, si on leur dit que le pic de leur carrière, le pic de leur succès va être quand ils auront 50 ans, forcément, ça les attire un peu moins que si on leur dit que c'est quand ils auront 14 ans ou 18 ans ou 22 ans. Et donc je crois qu'une des réponses à ça, à ce problème qu'on a dans la recherche, ce n'est pas uniquement le fait de donner des figures héroïques, mais c'est aussi beaucoup plus de donner une place aux jeunes dans l'institution de recherche elle-même, et on est très très loin de le faire. Si on donne à la définition de jeune la définition un petit peu habituelle, qui est d'avoir moins de 18 ans par exemple. Alors on est très loin de donner une place aux jeunes de moins de 18 ans comparable à celle que les jeunes acteurs ont dans le cinéma. Mais même si on se limite à 25 ans, qu'il reste encore des personnes qu'on peut dire relativement jeunes, disons, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, mais ceux qui ont plus de 25 ans considèrent qu'avoir moins de 25 ans, c'est être jeune. Donner une place plus importante dans les labos aux chercheurs de moins de 25 ans est une chose extrêmement importante, et on ne le fait pas du tout. Professeur, nous avons une question d'un jeune, du coup. Du coup, je suis rajeuni, alors. Il y a au moins une bonne nouvelle par rapport à l'élève ou l'étudiant qui va se connecter sur Wikipédia, c'est que vous avez eu au moins dans votre panel d'étudiants un étudiant qui était acteur de son apprentissage. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui, je m'en réjouis. Oui, voilà, faut le mentionner. Et peut-être même avez-vous contribué à son envie de comprendre par lui-même. Et peut-être que c'est ça notre métier qui est difficilement virtualisable ou numérisable et autres. Parce que devant la caméra, il va y avoir quelqu'un qui va communiquer cet enthousiasme, de dire que les sciences, c'est peut-être long et dur, mais que c'est source de plaisir quand on trouve. Et une dernière question, c'est en fait les enseignants qui suivent le programme académique, est-ce qu'ils ne dévoilent pas trop d'éléments alors que les élèves ne sont pas encore appropriés la question et donc n'y ont pas passé un temps de réflexion? C'est ça que je voudrais que vous répondiez. D'accord. Alors sur le premier point, c'était le point sur lequel j'avais conclu mon intervention, c'est-à-dire il y a besoin de personnes, même si les connaissances sont là,
il y a besoin de personnes qui permettent aux étudiants, aux visiteurs de musées, aux enfants dans les centres aérés, de s'approprier cette connaissance. Et une manière de se l'approprier, c'est de donner envie à ces personnes d'aller regarder dans Wikipédia. Et il est à peu près, j'en sais rien, on ne peut pas être sûr de ça, mais il est probable que si je n'avais pas fait ce cours sur les machines de Turing, mes étudiants ne seraient pas allés regarder la page Wikipédia sur les machines de Turing. Donc le simple fait que... enfin oui, j'en sais rien. J'ai pas de groupe témoin, donc mais disons, statistiquement, je pense que les étudiants qui suivent un cours sur les machines de Turing à la fac regardent davantage la page Wikipédia que les gens qui ne suivent pas ce cours. Donc donner envie d'eux est clairement une des missions qui nous reste, malgré la présence de cette grande quantité d'informations qui est disponible. Et donner envie et également répondre aux questions, puisque si vous regardez une page Wikipédia au hasard, il est probable que ça dépend de la page, mais très souvent vous n'allez rien comprendre, et avoir quelqu'un qui vous explique un peu, par exemple, que c'est par là qu'il faut commencer à lire la page. De ce point de vue-là, l'Encyclopédia Universalis est beaucoup mieux faite que Wikipédia. Si vous regardez, par exemple, la page sur Armstrong, celui qui a marché sur la Lune, il s'appelle Neil. Voilà, bien. Donc, si vous regardez la page Wikipédia de Neil Armstrong, et vous l'imprimez, elle fait 12-15 pages, etc. On vous raconte tout sur Neil Armstrong, l'école maternelle où il est allé, etc. Bon, si vous regardez l'entrée dans l'Encyclopédia Universalis, elle fait 2 paragraphes, on vous explique la chose importante, à savoir que Neil Armstrong a marché sur la Lune. Et donc, face à une page Wikipédia, contrairement à une entrée de l'Encyclopédia Universalis, il est vraiment important d'aller mettre le doigt sur les choses importantes. Ce qui est la raison pour laquelle Neil Armstrong est dans Wikipédia, ce n'est pas parce qu'il a été à l'école maternelle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est bien parce qu'il a marché sur la Lune. Donc, pointer ça à un enfant ou à un adulte ou à un visiteur de musée, c'est quelque chose d'important, c'est notre rôle. Et lui donner envie de regarder cette page est aussi notre rôle. Sur la deuxième question, j'ai oublié ce qu'elle était. Oui, voilà. Alors, ça, c'est une question très difficile, et c'est aussi une question pour nous. C'est-à-dire, si nous attendons que les gens se posent une question pour y apporter une réponse, eh bien, assez souvent, ils ne vont pas se poser beaucoup de questions. Et ça rejoint mon expérience de pensée du bébé que vous mettez dans un caisson étanche. Le bébé dans un caisson étanche ne va pas se poser la question de savoir si... on peut superposer un chat vivant et un chat mort et faire une mesure pour savoir si le chat est vivant ou mort. C'est des questions que l'humanité elle-même a mis des milliers d'années à se poser. Et donc, attendre que spontanément la personne à qui on s'adresse pose la question pour dire « Ah, là, il y a une vraie curiosité et donc c'est mon rôle d'y répondre », est quelque chose, bien sûr, qu'il faut faire, mais on ne peut pas se limiter à ça, parce que si on fait ça, on va rester sur des questions élémentaires. Il y a une forme de médiation, et qui parfois devient même une forme d'enseignement, où on fait venir les élèves dans la classe, on fait venir les visiteurs au musée, et on leur dit « posez les questions que vous voulez ». Et on s'aperçoit qu'en général, les gens, à la fin de l'heure ou de la visite du musée, sont moins contents que si on leur a suggéré des questions auxquelles ils n'auraient même pas pensé par eux-mêmes. Après, tout est une question de dosage. C'est-à-dire, si pendant 12 ans que vous passez à l'école, jamais vous ne vous posez une question, jamais on ne suscite une question, et on se contente de vous donner de la connaissance et encore de la connaissance, alors il est sûr que si cette connaissance ne correspond à aucune question chez vous, elle va entrer par une oreille et sortir par l'autre. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est de dire que tout part de la question de la personne à qui on s'adresse, parce que ces questions, il faut aussi les créer. C'est pas facile de poser une question. L'interrogation n'est pas si naturelle que ça. On a parlé de bébés dans des caisses, de chats morts, de chats vivants. On est toujours dans les trending topics sur Twitter. Bravo, professeur. J'ai plus de questions à bâbord qu'à tribord, mais je compte sur vous aussi. Alors, j'ai un bras levé, mais j'en avais un d'abord ici et j'irai vous voir. Ou Mathieu ira vous voir. Oui, bonjour. Je suis archéologue préhistorien, donc dans les sciences molles, comme on dit. Voilà. Mais des sciences qui traitent de l'humain. Je ne suis pas un savant, je suis un chercheur.
Je crois que ça, c'est très important. Moi, je me pose justement le problème dans la médiation du lien avec l'humain. C'est-à-dire, effectivement, en quoi toutes les sciences, surtout les sciences ce qu'on appelle dures, en quoi elles nous concernent, comment elles impactent notre quotidien. Et ça intéresse tout le monde, parce qu'on retombe dans les sciences humaines à ce moment-là. On n'est plus seulement dans la science dure, dans l'explicitation ou l'explication de théorèmes ou d'autres choses, mais on est bien dans en quoi ça va changer notre vie, en quoi ça peut changer notre vie, etc. C'est-à-dire ouverture au monde, contextualisation. Ça me semble des termes extrêmement importants à introduire dans la médiation, de manière à ce que tout le monde se sente concerné. Et les questions, vous parliez des questions à l'instant, elles viennent à ce moment-là beaucoup plus naturellement, parce que justement, on se remet dans l'humanité que l'on partage tous. Alors, il y a un des aspects de la transformation que nous vivons aujourd'hui que je n'ai pas du tout évoqué, et vous me permettez de l'évoquer, c'est cette espèce de mur de Berlin qui sépare les sciences inexactes des sciences inhumaines. Et je crois qu'il est amené à se relativiser beaucoup. Donc moi, par exemple, je ne prends jamais la parole en commençant par dire « moi, je suis des sciences inhumaines et vous êtes des sciences humaines ». Je ne crois pas du tout que la dichotomie se place, qu'il y ait une vraie dichotomie. Je crois que c'est vraiment une construction qui tient beaucoup plus à la nécessité d'organiser les universités en deux campus qu'à une réelle... À Paris, par exemple, nous sommes extrêmement en avance sur cette question, puisque nous avons un campus qui s'appelle Orsay et un autre qui s'appelle Condorcet. Et Orsay est à 30 km au sud de Paris et Condorcet est à 10 km au nord. Et donc, il est à peu près sûr que dans les 100 ans qui viennent, les chercheurs en sciences exactes et les chercheurs en sciences humaines ne vont pas du tout se parler. Donc c'est la merveille de l'aménagement du territoire. Mais il y a d'autres villes françaises où les choses se passent moins bien. La deuxième question, c'est celle du rôle des applications, disons, de la manière dont les sciences impactent nos vies dans la motivation des personnes à qui s'adressent les actions de médiation. Et là-dessus, je ne suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec vous, et je me place sur des faits. Voilà, donc on va faire du fact-checking. Les éditions du Pommier ont eu l'idée de sortir une nouvelle collection qui s'appelait Les Petites Poèmes du Savoir, il y a maintenant peut-être 10 ou 15 ans. Et pour les 12 premiers numéros, Sophie Bancard nous avait demandé d'écrire des textes qui s'adressaient à la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire, elle nous avait dit, ça suffit de parler du théorème de Gödel, des chats vivants et des chats morts, parler de choses qui concernent les gens dans leur vie quotidienne. Alors c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit un livre sur les sondages. Alors je ne suis pas du tout expert sur les sondages, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je connais un peu qui concerne les gens dans leur vie quotidienne? Je me suis dit, je connais un peu les sondages, un peu le théorème de Gödel, je vais plutôt parler des sondages. Ça concerne plus les gens dans leur vie quotidienne. Mais d'autres ont fait des démarches beaucoup plus héroïques. Pierre Laszlo, par exemple, qui est un des spécialistes de la soupe prébiotique, de la chimie des premières formes du vivant, a écrit un magnifique livre sur l'eau du robinet, son pH, les ions, etc. Et ces 12 livres ont été 12 échecs commerciaux. C'est-à-dire, on pouvait penser que parce que les gens boivent de l'eau du robinet, on leur a écrit un livre sur l'eau du robinet, ils vont trouver ça extrêmement intéressant. Et en fait, non, ça marche pas c'est pas aussi simple que ça. Et finalement, ce que les gens aiment, dont on leur parle, c'est aussi beaucoup des choses qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Le Big Bang, la Dame de Brassempouy, je ne sais pas si vous vous intéressez au paléolithique ou au néolithique, vraisemblablement aux deux. Mais voilà, on leur parle de la découverte de la Dame de Brassempouy. Honnêtement, ça ne va pas changer la manière dont ils travaillent, la manière dont ils habitent, la manière dont ils se déplacent, etc. Mais ça, il y a aussi une forme de curiosité gratuite, désintéressée, et à laquelle il faut répondre. Et malheureusement, ce n'est pas juste un savant dosage entre les deux qui fonctionne, parce que
le dosage dépend beaucoup de la personne à qui vous vous adressez. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui vont au musée des sciences parce qu'ils ont envie de comprendre le TGV, l'eau du robinet, les sondages, etc. C'est-à-dire des questions qui sont en lien avec leur vie quotidienne. Et il y a d'autres gens qui ont envie qu'on leur parle du Big Bang, voilà. Et il faut répondre aux deux. Et d'ailleurs, c'est dans un échange avec le public, c'est toujours assez intéressant d'essayer d'analyser qui on a en face de soi. C'est-à-dire, il y a vraiment des endroits où vous faites une intervention et vous allez avoir, mettons, dans une classe ou dans une maison de retraite, des gens qui vont vous dire, mais vos rites funéraires du Xe siècle avant Jésus-Christ, ça ne nous intéresse absolument pas. Ce dont on veut parler, c'est de notre vie quotidienne. Et puis, vous avez des gens qui ont plus cette faculté de s'évader, de partir dans des mondes différents, qui vont être plus intéressés, par exemple, par l'archéologie ou les mathématiques. Et ça, il faut vraiment comprendre les personnes qu'on a en face de soi pour leur proposer des choses qui leur conviennent, qui les intéressent. Une question ici, professeur, de l'autre côté, comme promis. Bonjour, je parle à partir d'un rôle de conception, de réalisation d'expositions, et on est un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire les expositions réelles, mais aussi celles qui sont en ligne. Quand on réfléchit à des expériences qu'on propose dans des expositions réelles et qu'on veut transposer sur les expositions en ligne, on s'aperçoit qu'il y a des résistances, c'est-à-dire des choses qui sont difficilement transférables. Et ça me paraît intéressant de réfléchir à ces points de résistance. J'en vois au moins 3 ou 4. Le rapport à l'objet, un jeu de plateau où on vous propose de jouer au jeu de loi, au jeu de cette famille. Vous le transposez sur Internet, ça n'a pas du tout le même impact, le même goût, etc. On perd en ligne. Le rapport aux autres, c'est-à-dire que les jeux en ligne, on peut jouer en réseau, mais quand vous êtes tous 6 autour d'une table, ça a complètement un autre sens et on apprend les choses autrement. Le rôle du médiateur, c'est-à-dire qu'on peut imaginer dans des expositions en ligne un aide, par exemple, quelque chose qui va permettre d'avoir un éclairage. Mais si vous avez le médiateur à côté de vous, l'éclairage, c'est vous qui allez l'engager, vous allez l'inscrire dans une conversation. Et donc ça, c'est très difficilement transposable, c'est faisable, mais quand même, il y a beaucoup de pertes en ligne. Et le dernier exemple, c'est le chercheur lui-même. C'est évident que le succès des nuits de chercheurs, par exemple, quand le chercheur en chair et en os est ici, le propos prend une portée par rapport au public qui n'a rien à voir avec Wikipédia ou à des choses qui sont accessibles en ligne. Donc je propose de réfléchir à ces phénomènes de résistance qui me font penser aussi au fait que les chercheurs qui réfléchissent à l'impact du numérique sur notre condition d'humain et notamment notre fonctionnement de cerveau, ils disent tous que nous manquons de recul pour savoir effectivement comment on peut mesurer cet impact. Et je ne sais pas si ces résistances dont je parlais au début ne sont pas des formes aussi de travail, d'une pédagogie, d'une transmission de connaissances qui permettent de conserver quelque chose d'important dans l'intelligence humaine et qui est peut-être menacé, entre guillemets, par la déferlante numérique. Alors attention, je ne suis pas du tout contre le numérique, puisque j'y travaille aussi, mais c'est une question peut-être un petit peu à mettre sur le tapis. Oui, alors c'est très important d'analyser ces résistances, parce que ça nous renseigne sur ce qu'il faut conserver dans les expositions loin de mon clavier. Dans le réel, si vous voulez, mais je vais essayer d'éviter le mot réel. Ces résistances, si on fait, par exemple, une conférence dans un musée des sciences, eh bien, honnêtement, entre une conférence et une conférence filmée, c'est à peu près pareil. En revanche, si on a une interaction avec un objet, comme vous l'avez proposé comme votre première source de résistance, eh bien, à ce moment-là, on gagne beaucoup à faire l'exposition dans le musée lui-même plutôt que de la mettre en ligne. Et donc, ça veut dire que dans les expositions qu'on conçoit pour être mises dans des musées, il faut se focaliser principalement sur l'interaction avec les objets, sur les autres aspects que vous avez mentionnés, parce que c'est ça qui va donner une valeur ajoutée au fait que l'exposition est dans un musée et non pas en ligne. Donc c'est vraiment important de comprendre où sont ces résistances, parce qu'à l'inverse, elles nous disent ce que nous devons développer dans les expositions qui sont dans les musées, dans les interactions comme celle-ci, c'est-à-dire de donner au présentiel ce qui ne passe pas en ligne.
Alors, le point sur lequel il faut cependant être très vigilant, c'est sur le fait que ces résistances, elles ont leur propre dynamique, c'est-à-dire elles évoluent également. Par exemple, ça fait de nombreuses années qu'on nous annonce des périphériques d'ordinateurs qui nous permettront de toucher des objets. Et on s'aperçoit que c'est pour dans 5 ans, mais ça fait 30 ans que c'est pour dans 5 ans. Donc on est loin d'avoir les interfaces qui nous permettront, par exemple, de commander une pizza en ligne en sentant l'odeur de la pizza. Disons le périphérique, où on va mettre son nez au-dessus du périphérique et sentir les effluves de pizza, il est très loin. Et de la même manière, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, nous déçoit toujours. C'est-à-dire, on a vu par exemple que le plus grand échec commercial de Google, c'est les Google Glasses, les lunettes Google. Et donc que ce type d'interaction immergente, pardon, pas immergente, comment dire, immersive. Merci, immersive, sont assez décevantes. À l'inverse, il y a d'autres résistances que vous avez mentionnées qui changent très vite. Par exemple, le lien aux autres. Pendant très longtemps, le web, c'était beaucoup le lien entre le professeur Tartampion qui fait son exposé filmé et puis le spectateur complètement passif qui écoute. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des expériences de petites communautés qui fonctionnent très bien. Donc on voit ça par exemple sur les plateformes de MOOC ou les cours en ligne, où en général on a plutôt régressé en matière d'innovation pédagogique. On revient aux cours magistrales, etc., alors qu'on était allé à l'université sur des formes plus intéressantes. Avec les cours en ligne, on revient à des formes beaucoup plus classiques. Eh bien, on s'aperçoit cependant qu'on est capable de faire des exercices à des petits groupes d'étudiants en ligne. Donc il y a un étudiant qui est dans un pays, un autre qui est dans un autre pays, ils arrivent quand même à travailler ensemble. Mais on sait que ça ne passe pas à l'échelle. C'est-à-dire, si vous voulez faire un groupe de 30 personnes, eh bien, c'est très difficile de l'organiser en ligne. En revanche, un groupe de 3 personnes, ça marche assez bien. Donc c'est important d'analyser ces résistances, mais aussi leur dynamique. Il n'est pas sûr, par exemple, que le petit groupe qui travaille ensemble au Musée des Sciences, qui fait une expérience ensemble au Musée des Sciences, on ne puisse pas le reproduire en ligne aujourd'hui. En revanche, c'est sûr que le sentiment d'immersion qu'on a quand on est à Bercy, 60 000 personnes à écouter le même concert, bah lui, il passe moins bien en ligne, ça c'est sûr. Il y a moins ce sentiment d'être inclus dans une foule. Oui, donc je suis tout à fait intéressé par cette question de ce qui passe et ce qui ne passe pas en ligne. Et tout ne passe pas, et c'est pour ça que nous gardons un rôle. Il va y avoir un certain nombre de questions de toute manière qu'on va continuer de vous poser pendant le déjeuner. Vous restez avec nous, bien sûr. Bien sûr. Parce que je me dois d'annoncer qu'il y a une dernière question. Elle est déjà prise. Donc désolé, la demoiselle ici. Mais au déjeuner, vous irez la poser au professeur, bien sûr. Donc une dernière Je question. n'arrive pas à comprendre, puisqu'on arrive à la fin, je n'arrive pas à comprendre le degré d'ironie dans votre... Il n'y en a pas, jamais. Professeur. Ah non, vous vous appelez professeur. Vous êtes professeur. À vous, dernière question. Merci beaucoup pour votre présentation et toutes les interventions. Et il se trouve que la dernière question et votre dernière réponse introduisent très très bien le témoignage, enfin très court témoignage que je voulais apporter. C'est-à-dire que je suis un petit peu une sorte d'étudiant crash test à l'université de Perpignan qui depuis 2 ans a mis en place un master qui s'appelle le Master Miro, qui a reçu des financements d'investissement d'avenir et qui est labellisé IDEFI. Et en fait, ce master est un master en 4 langues, en français, anglais, catalan et espagnol, qui est un consortium de 5 universités, enfin 5 établissements, avec l'Université des Baléares, l'Université d'Andorre, l'Université de Perpignan, Sciences Po Toulouse et l'Université Pierre et Marie Curie, et donc qui est totalement en ligne et qui s'adresse à la fois des étudiants en formation initiale et d'autres en formation continue. Donc on est 14, je suis dans la 2e promotion du master, on est 14 et donc j'ai des camarades qui sont aux îles Baléares, d'autres qui sont en Russie. Moi je suis étudiant à Toulouse et donc voilà, on vient d'horizons assez variés. Et après 9 mois de master, il se trouve que j'ai vu pour la première fois certains de mes camarades il y a quelques semaines et que je n'ai jamais rencontré certains des professeurs qui m'ont pourtant donné des cours dans ce master et qui m'ont évalué.
Donc c'est pour ça que je trouve vraiment très stimulant tous les échanges qu'on a eus et qui font particulièrement écho à ce que je vis, parce qu'en fait ce master est organisé autour d'une plateforme Moodle un petit peu augmentée. Et donc ça pose vraiment un nombre de questions assez impressionnant justement sur cette transformation du rôle à la fois des étudiants, des professeurs, et sur la façon dont on peut devenir acteur de son apprentissage et la façon aussi dont les professeurs s'emparent de cette possibilité. Parce que voilà, il y a certains professeurs qui ont posté du contenu en ligne qui est, je pense, un polycopier qu'ils ont mis en forme sur Moodle et qui s'arrête là. Et on a d'autres et donc avec lesquels je n'ai jamais eu aucune discussion. Et d'autres professeurs qui, au contraire, ont été, par exemple, faire des entretiens avec des acteurs sur le terrain et ont pu poster ces entretiens de manière complémentaire sur la plateforme, introduisent énormément de liens vers d'autres pages et d'autres sources sur Internet qui nous permettent d'aller voir par nous-mêmes et qui ensuite, au moment de l'évaluation, ne se contentent pas de nous donner un sujet, mais permettent des allers-retours et qui nous demandent d'abord un premier brouillon, puis une version plus développée avec un plan et une problématique, et qui ensuite, à la fin de cet aller-retour, nous évaluent. Donc voilà, je vous invite à aller voir le master, à vous renseigner sur le master Miro de l'Université de Perpignan pour ceux que ça intéresse, cette question du passage au numérique, parce que c'est à la fois assez effrayant et assez stimulant en même temps de voir toutes les possibilités, belles et moins belles, que ça porte. Voilà. Alors, je vous remercie de ne pas avoir commencé votre intervention par « Est-ce que vous êtes au courant de l'existence du master Miro ?» Mais oui, il y a plein de points intéressants dans ce que vous dites. Il y en a un, c'est sur le fait que vous êtes entré en contact avec des étudiants tout à fait différents, qui sont dans des pays différents. Alors j'imagine que les Baléares, c'est un peu la même culture, mais bon, déjà des étudiants russes ou des étudiants en Asie, par exemple, c'est des étudiants avec lesquels on a peu l'occasion d'interagir quand on est soi-même étudiant. Et alors, bien sûr, il y a des échanges d'étudiants entre universités, c'est bien que ça continue, et c'est bien que les étudiants voyagent, mais je crois que c'est aussi important, et c'est aussi important dans des questions de musée des sciences et de médiation, qu'on arrive à coopérer avec des personnes qui sont de différentes cultures. Et sans vouloir aller sur le sujet du débat de cet après-midi, je pense que pour des étudiants qui vivent, ou des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui vivent dans le sud des États-Unis, par exemple, ça serait intéressant qu'ils aient accès à l'exposition Darwin qui pourrait être faite à Bordeaux, par exemple. Et ça, cet échange d'informations, qui d'ailleurs va dans un sens et dans un autre, il ne faut pas toujours se placer dans l'idée que nous, à Bordeaux, nous avons la vérité et que nous devons la partager avec des personnes qui vivent plus dans l'obscurité que nous. Nous avons aussi nos propres obscurités. Mais le fait de penser une action de médiation ou une action d'enseignement dans un cadre international, en s'adressant à des étudiants qui ont des cultures très différentes, à mon sens, peut aussi beaucoup contribuer à renouveler les actions de médiation, les actions d'enseignement. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de regarder ces questions de transformation informatique et de transformation numérique. Merci beaucoup Gilles Dohec, professeur, professeur Dohec. Merci à vous d'être prêté au jeu de cette interaction bâbord-tribord.